Voilà. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire de lancement du MOOC Construire l'égalité filles-garçons dès la petite enfance. Donc, moi, je me présente. Je suis Marion Voileau, directrice de Premier Cri. Et donc, je suis avec Clémentine Bonneau. Clémentine, tu peux peut-être lever ta main, voilà, qui est en stage avec nous et qui a réalisé ce MOOC durant tout son stage. Et donc, juste pour vous présenter brièvement l'association pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est une association de recherche sur la petite enfance de 0 à 6 ans. Donc, on mène principalement, nous, des projets de recherche, actions collaboratives dans les lieux habituellement fréquentés par les jeunes enfants. Et on crée aussi des contenus de formation comme celui-ci. Donc, vous nous aviez peut-être suivi sur le MOOC autour du numérique qui s'appelait la petite culture numérique. Je vous remettrai le lien suite à cet événement aussi, voilà, pour celles et ceux qui voudraient le suivre. C'est un autre MOOC et donc aujourd'hui on est là pour le MOOC sur construire l'égalité filles-garçons et la petite enfance, qui est un MOOC qui a été financé par la DGCS, donc la Direction générale de la cohésion sociale au ministère des Solidarités. Et donc on a réalisé au cours de toute cette année passée, parce qu'on a déposé le dossier en novembre 2022. Et donc, ça va faire à peu près 1 an et demi qu'on travaille sur ce MOOC et qu'aujourd'hui, on est très heureuse de vous le présenter. Donc, ce MOOC, il comprend 18 intervenants et intervenantes. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'en avoir 3 avec nous. Donc, on a Sophie Odena, qui est sociologue et chercheur. Peut-être que Sophie, tu peux lever ta main. Voilà, donc ça, c'est Sophie. On a Andrew Matiasco, je vais dans l'ordre de mon écran, qui est éducateur de jeunes enfants et directeur de crèche, qui a aussi réalisé son mémoire sur le sujet. J'ai oublié de préciser que Sophie est également formatrice et qu'elle forme beaucoup de professionnels de la petite enfance au sujet de l'égalité filles-garçons et des stéréotypes de genre, et Clémentine Dupont-Avis, qui est autrice, illustratrice, jeunesse, entre autres, qui anime aussi des ateliers depuis assez longtemps à la Maison des femmes de Montreuil. Voilà. Euh, donc, je vais vous laisser après, voilà, peut-être quand vous prendrez la parole, si vous avez des choses à ajouter. Et je vais laisser la parole à Clémentine. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que nous, on a préparé une petite liste de questions pour commencer ce webinaire. Donc, on va commencer par ces questions et puis à peu près à la moitié du webinaire, on vous ouvrira la parole. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser vos questions que je vais noter dans le chat, ou alors vous pourrez prendre la parole aussi de vous-même au moment des questions. Voilà, donc bon webinaire à toutes et tous. Clémentine, à toi. Euh, donc pour la première question, trois intervenants intervenantes. Pourquoi êtes-vous intéressé au sujet de l'égalité filles-garçons et à la déconstruction des stéréotypes de genre dès la petite enfance? Qui veut commencer? Allez, j'y vais. Oui. Alors, pourquoi je me suis intéressée au sujet de l'égalité? En fait, ça remonte à il y a bien longtemps. C'était quand j'ai commencé à faire ma thèse de doctorat de sociologie. Et je ne l'ai pas pris du point de vue des enfants, mais je l'avais pris du point de vue des modes d'accueil. Est-ce que c'était un outil d'accès à l'égalité? Enfin, en tout cas, est-ce que les modes d'accueil de la petite enfance favorisaient l'égalité homme-femme ou femme-homme? Et puis, de fil en aiguille, comme c'est une problématique qui est transversale à toutes les recherches que j'ai pu mener, la question s'est posée. On crée des entretiens avec les familles, avec les professionnels, et puis des observations dans les structures petite enfance de cette question-là dès la petite enfance, en fait. Voilà. Très bien. Merci Sophie. Est-ce que Andrew ou Clémentine, vous voulez aussi répondre à cette question de pourquoi vous êtes-vous intéressé au sujet de l'égalité filles-garçons et de la déconstruction des stéréotypes de genre dès la petite enfance? Alors, bonsoir à Clémentine, toutes et à tous. ouais. Ouais, j'y vais. Allez. Moi, je me suis intéressée à ces questions, je crois, depuis toute petite, parce que j'ai très tôt eu le sentiment de ces inégalités et j'avoue que dès petite, je ne comprenais pas très bien pourquoi
la moitié de l'humanité serait pas traitée de la même manière que l'autre. Donc ça, c'est déjà quelque chose, je pense, d'assez fortement ancré chez moi. Et ensuite, donc ça fait maintenant 7 ans que j'anime des ateliers d'estime de soi à la Maison des Femmes de Saint-Denis, mais aussi à l'hôpital Bichat, à la Pitié-Salpêtrière. Et en fait, plus j'avance dans ce travail d'accompagnement auprès des femmes, et plus je me rends compte que les inégalités, c'est vraiment, donc filles-garçons, est vraiment la base, en fait, des dominations, parce que c'est considérer qu'un genre est supérieur à l'autre. Et donc, c'est le début des violences sexistes et sexuelles. Et donc, de me rendre compte de ça, je pense que, du coup, aller chercher, s'occuper de ces questions-là auprès de tout petits, des tout petits, c'est fondamental, parce que justement, c'est éviter qu'ensuite, c'est prévenir justement ces violences sexistes et sexuelles pour le futur. Donc pour moi, toutes ces questions-là sont très liées, et donc je pense qu'il faut, voilà, il faut s'occuper bien sûr des enfants dès le plus jeune âge, mais aussi continuer à s'occuper des plus grands. Très bien. Merci Clémentine. Et toi, en gros, pourquoi t'es-tu intéressée au sujet de l'égalité filles-garçons et à la déconstruction des stéréotypes de genre dans la petite enfance? Du coup, moi, ça a été bah aussi pendant mes études, ça a été pendant l'écriture de mon mémoire en fin d'études de master, où en fait, de base, je m'étais orienté vers le sujet de plus aborder la question de la place des hommes dans la petite enfance. Puis ce sujet avait été énormément traité et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas revenir en fait bah, à la source en fait, d'où pourraient venir ces stéréotypes de genre-là et est-ce que vraiment la petite enfance est touchée par ces stéréotypes de genre-là? Donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai essayé d'étudier le sujet, à m'intéresser énormément à ça et c'était en plus dans la même période que la charte nationale de la petite enfance qui était sortie. Donc je me suis dit: «C'est aussi un moment de questionner, de voir, comment les centres de formation et comment les professionnels peuvent aborder ce sujet-là» et du coup, depuis, je continue à être au plus proche des nouvelles, et des recherches qui sortent dessus pour, essayer de comprendre aussi comment accompagner au mieux les équipes, sur ce sujet. Merci. Et pourquoi as-tu accepté de participer au MOOC de Premier Cri? Parce que j'accepte de participer à peu près à tout ce qui peut aborder ce sujet, de près ou de loin, parce que je trouve que c'est un sujet qui est à apporter et que si on peut participer à la promotion de ce sujet-là auprès du grand public, c'est toujours plus intéressant aussi que de le laisser des fois dans des devoirs de recherche qui sont moins accessibles au grand public. Très bien, merci. Et toi, Clémentine, pourquoi as-tu accepté de participer au MOOC de Premier Cri? Bah, un petit peu pour les mêmes raisons qu'Andrew, et puis parce que ça me paraît extrêmement naturel, parce que je pense que donc ça traverse, enfin je pense pas, je suis certaine que ces questions-là traversent l'ensemble vraiment de mon travail, que ce soit donc quand j'accompagne des femmes, ou quand je vais dans les écoles pour mener des ateliers, mais également quand j'écris et que j'illustre des livres, parce que j'ai tout le temps en permanence cette question-là en tête, et donc c'est voilà, donc ça me paraissait naturel d'y participer, et intéressant aussi d'avoir une convergence justement de points de vue autour de ces sujets-là. Et Très puis je bien. pense que plus on en parle, et plus les choses, j'espère, bougent. Vraiment. Merci Clémentine. Et toi, Sophie, pourquoi as-tu accepté de participer au MOOC de Premier Cri? Alors moi j'ai accepté de participer, bah, un peu comme Clémentine, parce que je pense que plus on a d'occasion d'en parler, plus c'est accessible, bah, plus ça permet de faire bouger les lignes. Et puis bah, parce qu'on avait échangé avec Premier Cri sur un autre projet au début, enfin pour d'autres, et que j'aimais bien l'approche, et je suis allée regarder le site, et que vraiment je trouvais que le travail qui était fait était très riche et passionnant, et que bah, voilà, pour transmettre des connaissances, c'est bien d'être chercheur, mais si on n'a pas d'endroit, de lieu, pour diffuser un peu ce qu'on écrit dans nos rapports de recherche ou dans les articles, si c'est pour ça reste, si ça reste sur des étagères, ça sert pas à grand chose. Donc là, voilà, c'était un lieu de diffusion, hein.
Donc, j'ai pas hésité du tout. Ok. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce que peut-être que je vais laisser la main à vous, à chez vous, est-ce que vous avez des questions à poser à Clémentine? Andrew, est-ce que tu veux commencer? Ouais, je peux commencer. Du coup, je sais, Clémentine, tu nous avais parlé de toute l'importance que tu mettais comme lien avec les stéréotypes de genre et avec l'estime de soi. Et c'était un peu de... Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment les stéréotypes de genre peuvent-ils impacter l'estime de soi et surtout derrière aussi bah, toutes les distinctions que ça peut conduire dans la suite, comme aussi les distinctions dans les socio-professionnels? Mm. Alors, moi, ce que je remarque, c'est que donc, en accompagnant des femmes vulnérabilisées et victimes de violences, il y a vraiment quelque chose de très fort, c'est que l'estime de soi est très fortement impactée. Et en fait, le lien avec les tout petits, c'est que donc maintenant que je les accompagne depuis un moment, je me rends compte que ça vient se nicher souvent dès l'enfance, dès la petite enfance. Et je pense que c'est très important d'avoir qu'on est tous et toutes à l'esprit qu'en fait, dire à une petite fille ou même à un petit garçon, hein, parce que les stéréotypes, c'est des deux côtés, de dire, bah non, ça, oh non, ça, je pense que tu n'es pas capable de ça, ou oh bah non, tu ne vas pas montrer tes émotions parce qu'un petit garçon ne montre pas ses émotions, c'est tout petit, les mettre dans des structures, des schémas de pensée qui, je pense, affectent très très fort, impactent très très fort leur construction psychique. Et du coup, ces toutes petites choses de manière répétée tout au long de la vie, et notamment je parle de l'estime de soi parce que je pense que l'estime de soi des femmes est particulièrement quand même impactée, et ben ça fait qu'en devenant adulte ou dans même jeunes adultes, elles se disent ah ben non, ça peut-être je vais pas faire ces études-là parce que peut-être je ne vais pas y arriver, je vais pas réussir, par exemple pour des filières scientifiques. Parce qu'en fait, elles intègrent avant même de postuler, avant même de se poser la question de est-ce que j'ai envie ou pas de le faire, elles se disent ah ben non, ça c'est pas pour moi. Et ça, je pense que c'est pas un bon modèle. Et je pense que ça se joue vraiment si on est toutes et tous attentifs. Je pense que ça se joue dès la petite enfance, c'est-à-dire accompagner bah, dès la crèche, dès l'école, à faire en sorte que chacun aille vers ce qu'il a envie de faire et pas non, et non pas ce qu'il pense qu'il est capable ou non de faire. Voilà. Et donc, je pense que ça impacte énormément de choses dans le quotidien, mais aussi ensuite, évidemment, dans le choix des métiers, des carrières. Voilà, je pense ça. Je sais pas Merci si je Clémentine. réponds bien. Bah, chacun a ses réponses aussi et elles sont toujours très justes. Clémentine, tu veux poser une question à ton tour à soit Andrew, soit à Sophie? Ouais, alors du coup, bah, peut-être à Sophie. Ce que j'aimerais savoir, c'est comme je sais que donc tu accompagnes beaucoup d'étudiants, j'aimerais bien savoir si tu vois un petit changement, une petite évolution des mentalités. Alors même si c'est des étudiants qui étudient, je pense, un petit peu le genre ou ces questions-là, est-ce que tu vois des évolutions? Alors, des évolutions, oui et non. En fait, bah, effectivement, moi j'anime des ateliers de recherche collective sur les questions du genre en travail social, notamment, entre autres. Et chez ces étudiants-là, bah, s'ils choisissent mon atelier de recherche, c'est souvent parce qu'ils sont déjà sensibilisés à ces questions-là. Euh, alors, bon, dans le travail social, il n'y a pas beaucoup d'hommes hein, en travail social, dans les filières en travail social. Mais quand même, moi, là, depuis 2 ans, il n'y en a pas plus dans les filières, mais moi, j'en ai quelques-uns qui viennent dans mon atelier de recherche. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que même si c'est pas flagrant, c'est pas une question qui préoccupe uniquement les femmes, même si, bon, massivement, hein, dans ces formations, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais quand même, ça commence aussi à questionner
les étudiants comme les étudiantes. Après, des changements, j'en ai plus qui sont déjà au fait de ces questions-là, qui ont été sensibilisés plus jeunes. Mais j'en ai aussi d'autres, chez qui, dans d'autres formations en travail social, où ce ne sont pas des ateliers qui sont choisis, mais c'est des formations théoriques, en sociologie de la famille et en sur les rapports sociaux de sexe, où là, par contre, quand ce sont des formations subies, en fait, je peux me rendre compte que pour certains, c'est encore quelque chose qui est difficile à appréhender, qui est difficile à accepter même. Et donc il y a tout un travail à faire, alors de déculpabilisation, parce qu'il ne s'agit pas de culpabiliser, qui que ce soit, puisqu'on est tous porteurs de stéréotypes et qu'on reproduit tous, hein, ces stéréotypes, on les transmet, on les véhicule, mais c'est plutôt, faire un travail de déconstruction de ces stéréotypes en travaillant notamment sur la socialisation différenciée des filles et des garçons. Et où là, j'arrive, en déconstruisant à faire un petit peu effectivement changer le regard qu'on porte, que les étudiants peuvent porter, sur le genre, voilà. Parce que autant les inégalités, salariales, par exemple, c'est quelque chose qui est très bien accepté, enfin, c'est acté, les inégalités salariales. Par contre, le fait de dire qu'il y a des déterminismes sociaux, et qu'on enferme les petites filles et les petits garçons dans des rôles, ben ça, je peux pas dire que ce soit notamment quand ce sont des étudiants ou des formations auprès d'adultes qui sont, obligatoires, hein, je vais pas dire que ça change radicalement, qu'il y a de profonds changements en fait, hein. Il y a toujours beaucoup de résistance. Voilà. Mm. Oui. Oui, merci Sophie pour ça. Et il y a Nadia qui d'ailleurs rebondit dans le chat, qui dit tout à fait d'accord avec vous. Le rôle des adultes encadrant les jeunes enfants est primordial. La difficulté réside parfois dans une non-prise de conscience des biais cognitifs et par là une reproduction des inégalités filles-garçons. Donc c'est sur quoi également tu insistes dans tes travaux, dans ton discours. Sophie, est-ce que tu veux poser une question et à qui? Je vais poser une question à Andrew, peut-être. Très bien, parfait. Donc, moi, je m'interrogeais sur, Andrew, en tant que professionnel de la petite enfance et directeur de structure, comment, cette question de genre, elle est abordée avec tes équipes, par exemple? Voilà, comment elle est perçue aussi, comment elle est travaillée? En fait, cette question du genre, je la travaille absolument pas frontalement avec les équipes Mmh. souvent. Souvent, de la façon dont je l'aborde, c'est souvent, je dis, voilà, moi, j'ai des sujets qui me portent extrêmement à cœur dans mon travail. Il y a la question du genre et il y a la question de l'art et la culture. Et je dis, si jamais vous avez des questions à me poser dessus, bah, n'hésitez pas. Et après, dans un second temps, bah, comme j'échange beaucoup avec eux et je suis là pour leur partager aussi des choses que je peux connaître et eux aussi dans le même sens. L'idée, c'est que derrière, aussi que je leur donne des petites références en fait, des petites pièces à certains moments et au fur et à mesure, comme ça aussi, ça peut amener le débat et les réflexions de façon générale, parce que de façon frontale, ça fonctionne absolument pas parce que c'est très dur d'accepter, de se dire que dès la prime enfance, on commence déjà à faire des stéréotypes de genre. C'est assez violent même à se le dire. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment comme tu as pu le dire avant, c'est ne pas se culpabiliser les professionnels que j'accompagne. C'est plus, en fait, se dire, bah, si on prend un pas de recul, bah, juste des fois même le matériel qu'on a à disposition des enfants et lui-même véhicule les stéréotypes de genre et nous derrière, en fait, on peut aussi, par ce biais-là, en transmettre, et après on peut avoir un travail, plus poussé sur soi-même et avec, les collègues que je peux accompagner. Mais je trouve que le premier biais qui est assez intéressant de travailler, c'est d'abord sur, notre environnement dans lequel on évolue. Comme ça, c'est beaucoup moins culpabilisant de façon générale, et ça peut être beaucoup plus facilement accepté, le fait de passer par ce biais de l'outil. Mmh. Merci. Merci Andrew. Je rebondis parce qu'il y a une question dans le chat, peut-être pour toi Sophie. Pouvez-vous nous parler de la socialisation pardon, différenciée? Oui.
Alors, en fait, moi maintenant, quand je fais mes formations sur les inégalités filles-garçons, je commence par bien expliquer que je suis sociologue et que donc je l'aborde d'un point de vue sociologique, que je ne suis pas psychologue, mais que donc mon approche, elle est différente et que je vais partir de la socialisation et de comment on intègre les codes, comment on intègre tout ce qui est conforme à ce que la société attend d'un homme, d'une femme, notamment, comme rôle à investir, et que c'est à travers donc la socialisation. La socialisation, c'est un processus, hein, on se socialise tout au long de sa vie. On se socialise pas juste, par exemple, quand on va à la crèche, hein, on se socialise à partir du moment où on est, voire peut-être même en plus. J'allais dire avant, non, on ne se socialise pas, mais on est imprégné des représentations de notre entourage. Mais la socialisation différenciée des filles et des garçons, c'est le fait que on sait aujourd'hui, à travers des travaux, des observations, des recherches, que on n'élève pas les petites filles et les petits garçons de la même façon. On n'a pas les mêmes attentes pour une petite fille, pour un petit garçon. On ne va pas les encourager dans les mêmes activités, on ne va pas leur parler de la même façon, ne serait-ce que dès la naissance, hein, où on va davantage valoriser tout ce qui relève de l'apparence d'un bébé féminin, alors que pour le petit garçon, on va davantage être sur des adjectifs qui vont être autour du comportement, sa vivacité, et ça, donc vraiment, dès la maternité quasiment. Et ça fait partie de la socialisation des enfants parce que c'est des choses qui les entourent, qu'ils entendent au quotidien, qui les construisent. Et on se rend compte que dans tous les domaines, en fait, les garçons et les filles vont avoir une socialisation qui est différente. Andrew parlait tout à l'heure de la crèche, par exemple. Bah, les professionnels vont avoir une façon de s'adresser aux petites filles, aux petits garçons qui est différente. Ils ne vont pas leur parler de la même chose, ils vont pas leur proposer spontanément, forcément, les mêmes choses, même si aujourd'hui, hein, dans la plupart des structures petite enfance, évidemment, on a dépassé le fait de proposer systématiquement des voitures aux garçons, des poupées aux filles. Ça se loge de façon beaucoup plus insidieuse. La socialisation, bah, elle se fait par imprégnation, par injonction, par, par des tas de biais, par l'éducation, mais aussi par les médias, voilà. Et en fait, bah, les messages qui sont adressés aux filles et aux garçons ne sont pas les mêmes. Et donc, ils vont investir après différemment euh, bah, les rôles qu'on attend d'eux. Mm. Alors, parfois, parfois c'est conforme à ce qu'on attend. Et puis, on se rend compte que, fort heureusement, parfois, il y a des choses qui sont plus ouvertes. Mais encore faut-il leur laisser le choix dans Mm. leur socialisation de pouvoir emprunter d'autres voies. Et c'est bien parce que ça nous fait une transition parfaite entre l'épisode 1 que vous avez peut-être déjà visionné ou qu'on vous invite à visionner dans les jours ou semaines qui viennent, et l'épisode 2 qui est vraiment sur ce rôle essentiel ce qu'on appelle des donneurs et donneuses de soins, donc des parents, des professionnels qui entourent l'enfant au quotidien. Et d'ailleurs, Sophie, je te cite, hein, mais dans cet épisode, tu insistes effectivement beaucoup sur cette socialisation, le fait qu'on parle plus de la mère à l'enfant, et quand on parle du père, c'est que dans certaines situations pour réprimander, la mère pour féliciter. Je le dirai à maman parce que tu as bien fait, je le dirai à papa parce que tu as été méchant. Enfin voilà, je te recite hein, sans extrapoler, mais c'est vraiment ce que tu dis et ce que tu observes. Voilà, donc ça vous amène, ça vous conduit à regarder l'épisode 2 qui sortira en fin de semaine. Et je passe la parole à Andrew pour poser une des questions, soit à Sophie, soit à Clémentine. Je ne sais plus où on en est. Andrew, à qui tu vas pas poser ta question? Ah, moi, j'ai pas posé ma question du coup à Sophie. Ah, bah super. Du coup, Sophie, moi, ma question, c'était que voilà, je trouve qu'à l'heure actuelle, en échangeant avec des professionnels ou des parents, la grosse difficulté en parlant des stéréotypes de genre, c'est la distinction qu'on peut faire entre la notion de genre et de sexe. Ce que ça peut impliquer derrière en fait, je voulais savoir si par exemple, si, certains professionnels ou parents, là, ils avaient besoin d'un exemple choc, est-ce que tu en avais un qui fonctionne assez bien en règle générale avec les étudiants?
Alors, un exemple de choc, j'ai cherché, hein, en gros, en fait, il y a plusieurs exemples. Exemple choc, il n'y en a pas tant que ça, mais je rebondis, puis du coup, ça va me permettre peut-être de donner un exemple. Mais Ouais. c'est vrai qu'auprès des professionnels et des parents, il y a quand même alors, il y a une confusion entre le sexe, le genre, parce que là, nous, ça nous paraît évident. Donc, qu'est-ce que c'est que le genre? Qu'est-ce que c'est que En fait, le sexe, c'est ce qui relève de la biologie. Le fait qu'un enfant à la naissance et des attributs féminins ou masculins et soit désigné la plupart du temps, puisqu'il y a des enfants pour qui il faut attendre un petit peu plus ou pour qui c'est pas déterminé. Mais si c'est une fille ou un garçon, et sur l'état civil, donc inscrire son sexe biologique. Par contre, le genre, c'est une construction sociale et selon les sociétés, selon les cultures, euh, on va pas définir exactement de la même façon ce qu'on attend d'une fille ou d'un garçon. Par exemple, sur les jouets, il y a encore une confusion chez certains parents entre le fait qu'un enfant puisse jouer avec des jeux qui sont plutôt, alors traditionnellement, entre mille guillemets, hein, je ne sais pas ce que c'est traditionnellement, mais qui sont le plus souvent destinés aux filles qu'aux garçons, par exemple une poupée, la dinette, alors encore la dinette, ça se démocratise un peu plus, la crainte encore aujourd'hui, c'est l'orientation sexuelle de l'enfant. C'est s'il joue à une poupée, il risque, je cite les parents, hein, Mm. oui, mais il va être homosexuel, il va être, que ça n'a au enfin, ça n'a aucun lien. En fait, le seul risque qu'un petit garçon joue à la poupée ou avec se déguise avec des robes ou des choses comme ça, le seul risque, c'est que peut-être il manifeste un certain goût pour l'élégance plus tard, pour le soin qu'il va apporter à ses tenues vestimentaires, et puis qu'il apprécie de s'occuper plus tard de ses enfants ou qu'il ait envie de s'orienter dans une profession du soin. Voilà, c'est ces exemples-là qui permettent de montrer que déjà, ce sont deux choses totalement différentes. Et puis que le fait, par exemple, de laisser un garçon jouer à la poupée, oui, ça va sans doute en faire peut-être un père qui sera plus à l'aise, comme peuvent l'être les petites filles qui ont beaucoup joué à la poupée, avec ses enfants. Mais voilà, heu, Oui, en fait, Sophie, ce que tu dis en risque, hein, c'est bien évidemment apprendre non, mais bien sûr, c'est pour au, ça que j'ai mis des au guillemets, second degré qui c'est, est que, bah oui, voilà, en fait, et les parce que activités de soins auxquelles les enfants peuvent participer construisent aussi les individus, les adultes qu'ils et elles deviendront, et que on a tout intérêt à ce qu'ils découvrent en fait un maximum de choses, qu'ils soient filles ou garçons, et que ce soit une voiture ou une poupée en fait. tout à Ça fait, permet de développer des compétences complémentaires. de Voilà. faire découvrir, Faire c'est tout. découvrir. Enfin, Merci Sophie. Et Sophie, est-ce que tu peux poser ta question à Clémentine? oui. Moi, Clémentine, puisque en plus j'ai eu la chance d'avoir un de tes ouvrages entre les mains, donc je sais que tu as pu échanger autour de tes ouvrages, et le fait d'aborder certaines thématiques, justement, je me demandais comment réagissent les enfants? Est-ce que moi j'ai ma petite idée, mais justement, je me pose quand même la question. Pour un enfant, finalement, lire un ouvrage où il est question de l'estime de soi, comment ils réagissent, et les professionnels et les parents, quel retour ils peuvent te faire sur finalement, c'est un outil aussi, le livre, pour véhiculer, bah, des idées, pour véhiculer, des réflexions, et voilà, qu'est-ce qu'on t'en dit? Ouais. J'espère que le livre, comme les films, comme tout support pour les enfants, sont un vecteur pour changer les représentations. Et c'est pour ça que je mets beaucoup de cœur
à faire voilà, mes livres. Après, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est la différence qu'il y a quand donc moi, je vais quand même pas mal dans les classes. Plutôt, donc, pour les stéréotypes de genre, j'ai été beaucoup en primaire. Donc, des enfants, on va dire, entre 6 et 10 ans. J'ai fait un peu toutes les classes. Et ce qui est très marrant, c'est la différence entre la parole. C'est-à-dire que quand je lis le livre, quand je fais faire des ateliers autour du livre, euh, dans la parole, ça paraît assez clair, assez déconstruit que les filles ont les mêmes droits que les garçons, que les filles peuvent faire la même chose que les garçons, que tout ça est assez, on va dire, intégré, en tout cas intellectuellement, mais qu'en revanche, il y a un grand décalage avec la réalité du terrain. Et ça, moi, ce que j'adore faire, c'est que du coup, je les écoute toujours très attentivement. Et puis ensuite, par exemple, j'aime bien aller les voir individuellement. Et par exemple, je les interroge parfois sur leur tenue parce qu'ils vont dire, bah, bien sûr, les garçons ont le droit d'aimer le rose, les filles ont le droit d'aimer le bleu, les filles ont le droit d'aimer jouer au foot. Mais ensuite, quand moi, par exemple, je suis sur la pause méridienne et que je vais dans la cour et que je vois qu'en fait, la cour est occupée essentiellement, en tout cas le milieu de la cour, par les jeux de ballon et les jeux de foot, et qu'il n'y a parfois, il y a une ou deux filles. Et qu'ensuite, après, je viens et que je viens re-questionner ça. Alors là, pour le coup, ah bah non, ah bah oui, mais là, ah bah non, mais les filles, elles vont pas commencer à jouer au foot. Et là, il y a vraiment, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut véritablement entamer une discussion. Et c'est pareil pour les vêtements. Tiens, tu as un petit haut à paillettes. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi ce matin ou est-ce que ce sont tes parents qui l'ont choisi? Ah ben non, c'est moi qui l'ai choisi parce que moi j'adore le rose et les paillettes. Et je dis, mais c'est pas parce que tu es une fille que tu n'as pas le droit d'aimer le rose et les paillettes, évidemment. Mais du coup, est-ce que si ton camarade de classe avait le même t-shirt, et alors là, voilà, il y a un petit peu plus d'hésitation. Donc moi, je trouve qu'il y a, alors ce qui est positif, c'est que je trouve que vraiment, intellectuellement et dans les mentalités, on sent que c'est des questions qui bougent, qui sont en train d'évoluer, qui commencent à être intégrées. Mais en revanche, voilà, dans le concret sur le terrain, et ben, c'est un petit peu plus long. Et je pense que s'il y a une équipe derrière pédagogique qui est très alerte sur ces sujets-là, ben, on peut mettre en place des choses. Mais que voilà, il faut qu'il y ait quand même un accompagnement, il y a un accompagnement derrière pour venir détricoter tous ces petits sujets-là. Alors, j'en profite justement pour vous partager parce qu'il y a Mathieu Mangui qui nous partage que la littérature jeunesse, elle est laisse trop genrée dans son ensemble. Et que heureusement, des auteurs et des autrices ont des maisons d'édition qui font attention à cela. Bah, je vous ai partagé donc, nous, notre petit coup de cœur, surtout pour les plus petits, bien que tous les livres de Clémentine soient super chouettes, qui s'appelle Trucs de filles ou de garçons. Justement, qu'on vous invite à découvrir. Et sur le site de Premier Cri, on va les mettre en ligne ce soir. Vous aurez toute une sélection de bibliographie d'ouvrages jeunesse et adultes, donc ou jeunesse plutôt pour à lire avec les tout petits. Donc on a fait deux sélections, 0,3, 3,6 et un ouvrage de section adultes si vous voulez un peu enrichir vos connaissances aussi sur le sujet. Et donc tout sera disponible ce soir. Voilà. Donc merci aussi Clémentine pour Et juste, ton j'en profite pour travail. rajouter que même quand on est autrice, c'est que moi vraiment, je réfléchis beaucoup sur ces questions-là, mais il m'arrive de laisser passer aussi des petites choses parce on véhicule tous, on a tous, et je trouve ça très très intéressant d'avoir toujours ça en tête et de faire relire et voilà, aussi d'échanger à plusieurs pour qu'on soit vigilants et vigilantes tous ensemble. Tout à Et fait. peut-être c'est à moi de poser ma question à Ouais, tout Andrew. à fait, ce que j'allais dire. Merci. Alors moi, je m'interrogeais, Andrew, enfin j'avais envie de savoir, je suis un peu curieuse de savoir quel a été ton déclic en fait pour travailler dans le domaine de la petite enfance, qui est quand même un domaine qui est très féminin. Et voilà, et j'espère que tu vas donner envie à plein d'autres hommes de te suivre dans l'aventure. Mais j'aimerais bien savoir quel a été toi ton déclic et si tu n'as pas rencontré aussi peut-être des freins.
Ouais, je vois tout à fait. Euh, Bah moi en fait ça a été un peu un revirement de situation parce que de base, on va dire après mon bac, je m'étais orienté pour faire un ingénieur en aéronautique, ce qui était bien différent et bien stéréotype de genre filière scientifique. Et en fait, je me suis juste rendu compte au bout de quelques mois que ça m'intéressait très peu et que j'avais besoin d'avoir un métier où j'étais plus en contact avec des personnes et où je pouvais créer ce que je voulais, en fait, avoir une certaine liberté. Mhm. Et j'ai ma sœur, en fait, qui est elle-même éducatrice de jeunes enfants. Donc du coup, en fait, j'ai juste suivi sa voie. Elle m'a transmis, en fait, toute sa passion du métier d'éducatrice de jeunes enfants. Et donc j'ai pu me lancer dans l'aventure d'être éducateur de jeunes enfants avec bah, toute l'envie de, en fait, créer des nouveaux outils et un nouvel accompagnement aux enfants et de pouvoir, m'épanouir aussi dans ce métier-là. Après, bah, oui, moi aussi j'ai été face à certaines, questions ou certaines interrogations. Bah, déjà, étant le seul homme de ma formation, je ça se ressent aussi qu'on est le seul homme parce que, bah, du coup, souvent on demandait mon opinion, ou mon avis dans les différents cours que je pouvais avoir pour justement, en fait, dire, bah, il nous faut la parole d'un homme pour savoir comment alors que bon, très honnêtement, je pouvais avoir, la même opinion que les autres. Ou sinon aussi, moi, ce qui m'avait le plus marqué, en fait, ça avait été mon stage de dernière année, de troisième année, où en fait, j'avais eu une journée pédagogique avec un juriste, qui était venu me voir à la pause en me disant, «Bah, déjà, vous êtes courageux, d'être, présent aujourd'hui au milieu de ces 150 autres femmes». Donc j'avais fait: «Ah, bah». Après, c'est mon métier, en fait, et je dis: «Malheureusement, il y a plus de femmes que d'hommes, même si on voudrait plus de parité». Et ce qui m'avait, un peu, interloqué à ce moment-là, c'est qu'il m'avait dit: «Bon, bah, par contre, voilà, je préfère vous prévenir, ne changez jamais un enfant, sans qu'une de vos professionnels puisse vous voir. Sinon, vous risquez de finir dans mon cabinet, avec des soupçons, qui pourraient être, attachés à votre rôle d'homme». Donc ça aussi, ça m'avait énormément questionné de base aussi, du coup, ce pourquoi je voulais faire mon mémoire de base sur le rôle des hommes et la place des hommes dans la petite enfance. Que du coup, j'ai dévié ensuite, sur les stéréotypes de genre parce que si on a ces soupçons-là et cette perception-là, c'est aussi la véhiculation qu'on peut avoir auprès des enfants et le rôle que chacun doit avoir entre guillemets dans notre société qui est faussé. Et du coup, c'est sûr que aussi, ça donne une vision globale un peu de la présence et la place que peut avoir un homme de façon générale dans la petite enfance, si on a ce regard-là, très négatif. Mm. Merci Andrew. Oui, effectivement, en fait, il faudrait aussi qu'on arrive à faire confiance aux hommes. Bon, bien sûr, aussi, hein, il faut dire que les chiffres et ce qu'on entend ne n'aident pas, mais c'est important de se dire qu'on peut tous et toutes être féministes, même les hommes, même les garçons, qui est le sujet de notre épisode 4 du MOOC. Donc voilà, ce sera super Oui. chouette aussi. Sophie, tu voulais dire Et quelque juste chose? parce que j'aimerais bien rebondir sur ce que vient de dire Oui. Andrew, qui est intéressant et qui est classique en fait, hein. Ce qui est par rapport aux stéréotypes, c'est qu'effectivement, on considère qu'une professionnelle de la petite enfance, c'est une femme. Donc, on ne se pose pas la question. Et en fait, les professionnels ne sont pas sexués quand c'est des professionnels. Professionnels, point. De toute façon, ce sont des femmes, elles savent s'occuper des enfants. Alors qu'un homme, forcément, il va y avoir le fait que ce soit un homme et donc les risques de pédophilie. Et donc, en fait, ce ne sont pas les compétences professionnelles qui sont mises en avant. Pour le coup, on suspecte parce que c'est un homme, mais pas pour les femmes. Une femme dans la petite enfance, c'est normal, c'est une femme et donc ça sait s'occuper des enfants et donc il n'y a pas de risque. Et ça, ce sont des stéréotypes qui sont quand même encore bien ancrés. Problématique. Après Et après, il y a problématique. aussi, par rapport à ça, c'est dans les 2 sens, hein. C'est qu'il y a ce soupçon-là qui est présent, mais il y a aussi la survalorisation, du coup, la place des hommes, dans Ah certaines aussi. structures, Tout à fait. c'est dans les 2 sens. Qui C'est ça aussi. bénéficient d'une discrimination positive, les hommes, Oui, dans la petite c'est C'est ça. enfance. ça. C'est quand même aussi dans les 2 sens. Et ce qui est assez rigolo, nous, quand on a diffusé des questionnaires comme ça aux professionnels, on s'est aperçu que beaucoup d'hommes, enfin, il y avait beaucoup plus de pourcentage d'hommes dans les participants qui répondaient que dans le nombre d'hommes qu'il y a en général dans les métiers de la petite enfance, parce qu'en fait, ils accèdent plus facilement ou plus directement à des postes de direction, et donc c'est plus souvent
plus simple ou alors on est plus ancré en soi pour répondre à un questionnaire autour de mes compétences, de ma qualité de vie au travail, etc. Quand on est en direction. Et donc, comme il y a plus proportionnellement d'hommes en direction que d'hommes dans le milieu de la petite enfance, en direction de structure petite enfance. Il y a Mathieu parce qu'on va ouvrir au dialogue, et il y a Mathieu qui nous a fait un long commentaire. Est-ce que Mathieu, vous voulez le dire à haute voix ou vous voulez que je le dise pour vous? Sinon, vous pouvez juste aussi le dire vous-même. Je trouve que c'est plus chouette. Je ne sais pas si vous Ah, il voulez. est dans le train. Il est dans Je le suis dans le train. train. Ah oui, d'accord. Moi, je vais dire alors. Peut-être que tout le monde s'en fiche, mais je donne mon expérience. Bah non, on s'en fiche pas, Mathieu, merci. Je suis aussi EJE. Je n'ai jamais eu de déclic. J'ai toujours voulu travailler avec des enfants depuis la sixième. Je voulais m'occuper des jeunes enfants, d'abord avec des élèves à l'école maternelle, mais l'éducation nationale n'a jamais voulu de moi. Je suis retournée vers les jeunes enfants en crèche. Je n'ai je n'ai pas toujours refusé de faire en fonction des stéréotypes de genre. Au début, je faisais attention à ne pas être seule avec des enfants quand j'étais animateur et directeur d'accueil, de loisirs et de séjours. Mais aujourd'hui, je décide de ne pas de ne pas m'excuser, pardon, d'être un homme. Je suis EJE avec toutes les missions qui vont avec. Je ne suis pas un demi-EJE. Merci Mathieu. Au moins, c'est dit, c'est posé et ça fait du bien aussi de dire cela. Et Mathieu, je me permets de juste copier-coller votre commentaire comme ça. Si un jour on veut rediscuter avec vous, je me le mets quelque part parce que je trouve que c'est aussi. Et je trouve ça très rassurant aussi d'entendre que c'était quelque chose que vous aviez en fait toujours voulu faire. Ouais, Voilà. Je trouve carrément. ça voilà, très joyeux. Enfin, ça va Tout dans le à bon sens. fait. Merci Clémentine, tu as raison. Et, euh, et Andrew, bravo aussi pour tout ce que tu fais parce que enfin, voilà, Andrew est une personne aussi confiance pour nous et qui a fait l'assaut depuis longtemps, etc. Donc c'est chouette. Est-ce que vous avez des questions à Daphné qui nous dit, Daphné aussi, n'hésitez pas à prendre la parole ou je lis votre commentaire. Je lis votre commentaire, Daphné. N'hésitez pas à vous couper. Et être femme en crèche, c'est une vraie prise de confiance à avoir. Cela a un impact sur la perception de son propre travail et de ses réelles compétences en tant que professionnelle. Ce n'est pas inné de travailler avec les jeunes enfants parce qu'on est une femme. Oui, en fait, voilà. Oui. Comme ça, la boucle est bouclée. On a fait le tour. Merci, Daphné. Est-ce que Daphné, vous voulez prendre la parole? Parce que je vois que vous avez votre caméra. N'hésitez pas, hein. Je trouve ça plus chouette. Non, ça va. D'accord, merci Daphné. Mais effectivement aussi, c'est pas parce qu'on est... Parce qu'on a aussi, nous, eu parfois en formation des jeunes filles qui arrivent, des jeunes femmes qui arrivent et qui ont dit, bah oui, on m'a envoyée en fait dans les métiers de la petite enfance parce que j'étais une femme. Donc, voilà. Et du coup, je sais pas trop si j'ai ma place aujourd'hui, parce que je sais pas trop si c'est ce que je veux faire et que c'est tout à fait aussi OK de ne pas vouloir faire ce métier parce qu'on est une femme et au contraire de vouloir faire ce métier parce qu'on est un homme et inversement, enfin tout quoi, c'est ok. Et je veux bien prendre la parole quand même. Oui, Daphné, allez-y. Ouais, c'est des manges. Et c'est une question, en fait. Donc, moi, j'ai été directrice de crèche un bon moment, et puis aussi EJE de terrain. Et cette question d'être femme dans un métier dit de femme, c'est vraiment une question que aucune de mes collègues ne s'est posée, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il y a cette question de genre. euh, qui est quand même là et qu'on sous-estime. Et puis, certaines se mettent aussi une pression. Et puis, on a aussi cette question, moi j'ai commencé, comme beaucoup, jeune, hein, sans enfant, et de se sentir moins légitime parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Enfin, cette question d'être femme dans un métier dit de femme, c'est pas une mince affaire non plus. Il y a une espèce de pression et de... Je pense qu'il y a beaucoup de... Je sais pas comment on peut appeler ça, pas de compétition, mais de rivalité en tout cas, aussi dans ce milieu-là, parce que se joue cette question d'être une femme qui s'occupe d'enfants. Et c'est pas souvent exprimé. Non, vous avez raison, Daphné. Et alors, dans le MOOC, il y a aussi Rachel Silvera, qui est économiste, qui travaille beaucoup sur la représentation des métiers aussi, l'impression genrée, pardon, des métiers. Elle s'est intéressée aux métiers dits féminisés. Et c'est intéressant parce elle a comparé notamment la perception de la société, la reconnaissance aussi économique et financière de ces métiers, etc., à compétences égales dans d'autres domaines, par exemple, pas celui de la petite enfance, mais à niveau d'études à peu près égal.
voilà, quelles étaient les perceptions et quelles étaient les reconnaissances. Et son travail est vraiment passionnant. Je vous partage aussi un ouvrage qui est sur le genre au travail dans le chat. Voilà, je vous mets quelques références comme ça, que vous pouvez consulter ou pas, et qui seront de toute façon sur le site de Premier Cri aussi. Voilà. Donc, je vous le mets parce Et que je trouve pour, que le travail de Rachel est passionnant. Et Ouais. pour rebondir sur ce que vous disiez, Daphné aussi, moi, ce qui me semble, c'est que c'est justement travailler auprès d'enfants et dans la petite enfance, c'est un métier. C'est pas la continuité de la parentalité, en fait. Et Mm. enfin, c'est pas la continuité d'être parent. Et voilà. Et je pense que ça, il y a aussi des choses à changer dans la représentation parce que c'est un métier, en tout cas, moi, me semble-t-il, qui est difficile, qui est vraiment pas facile, mais c'est un métier. C'est pas inné, c'est pas naturel. Enfin, je sais pas comment le dire. Et je pense que vous avez, et que les personnes qui s'occupent d'enfants ont une véritable expérience et expertise, mais qui n'est pas réellement valorisée, me semble-t-il, ou suffisamment valorisée par la société et par, voilà. Et je pense que ça, c'est une vraie question, voilà, Ouais. à Merci. approfondir, il me semble. Merci Clémentine. Et justement, ça rebondit sur la question. Donc Mathieu a encore une question. Il nous dit justement, à Sophie plus précisément, comment ça se fait que parmi les hommes qui travaillent dans la petite enfance, il y a une forte proportion en direction, alors que pour les femmes, ce n'est pas le cas. C'est comme pour le passage à l'écriture, il y a souvent des hommes qui écrivent sur le métier. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Est-ce que vous avez des données pour objectiver, pardon, peut-être que je me trompe. Alors, non, vous vous trompez pas du tout. Effectivement, les hommes dans le secteur de la petite enfance, en fait, le plus grand nombre d'hommes qu'on a, c'est dans la profession de JE, hein, d'éducateur de jeunes enfants. Et ça représente à peu près 3%, me semble-t-il, Oui, c'est ça. hein, des éducateurs de jeunes enfants. C'est assez constant, ça progresse pas beaucoup. Et effectivement, la trajectoire des hommes dans le secteur de la petite enfance, c'est que bon, ils commencent comme tous les EJE, toutes les EJE en section, mais très rapidement, ils montent en codirection et en direction. Alors, Andrew parlait tout à l'heure alors, c'est moi qui ai dit discrimination positive, hein, mais quelque part, il y a un peu de ça. À savoir qu'entre deux CV, un de femmes et un d'hommes, ben, les hommes vont se démarquer davantage. Et puis, il y a aussi tout ce qui relève de la socialisation différenciée dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est que les hommes souvent ont beaucoup plus confiance en eux et donc vont oser se présenter à des postes, vont estimer que bah, ils se sentent légitimes et ont davantage. Alors on parlait de l'estime de soi avec Clémentine tout à l'heure, hein, ça a aussi à voir avec l'estime de soi et le fait de considérer que on peut tout à fait diriger un établissement. Alors, il y a beaucoup de femmes, la majorité des directrices, enfin des directeurs sont des directrices hein, quand même, puisqu'il y a beaucoup plus de femmes. Mais c'est vrai que les hommes, comme on peut le voir aussi dans l'éducation nationale, hein, dans l'éducation nationale, les hommes, par exemple, qui sont en maternelle, il y en a très peu, mais ils sont plus souvent en direction, notamment au primaire, c'est pareil. Et en fait, les hommes et les femmes ne sont pas aux mêmes places. Les hommes vont davantage être dans la direction, dans des postes dans lesquels on a davantage de pouvoir, en fait, où on va diriger des équipes. Et effectivement, après, on a des éducateurs de jeunes enfants qui ont écrit sur leur expérience. Alors, bah, parce que aussi, c'est aussi sans doute le souhait de témoigner de cette place d'homme dans un univers féminin. Heu, mais ils vont souvent passer à autre chose et on voit dans les trajectoires, ils ont des progressions qui sont très différentes des trajectoires féminines, où les femmes vont davantage rester, sur les structures, et les hommes vont assez vite se réorienter, en tout cas changer de poste, rester dans la petite enfance, mais ils vont devenir coordinateurs, ils vont devenir, Ils vont après monter en grade, quoi. voilà, ils vont rapidement monter et ils vont être sur des postes, à responsabilité. Ouais. Mais c'est de manière générale, de toute façon, on l'observe, quel que soit le secteur, Ouais. dans la société française aujourd'hui, dans la plupart des secteurs. Ouais.
Et ça vient justement typiquement aussi de stéréotypes véhiculés dès la petite enfance dans ce qu'on peut, la valeur qu'ont mes compétences, que j'ai même de moi-même, hein, etc., la perception que j'ai de moi-même, etc. Merci Sophie. Il y a une question de Sophie Armand. Est-ce que Sophie Armand Camelin, vous voulez poser votre question vous-même ou intervenir au moins en audio? Vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra? Non? Sinon, Sophie, je cite ce que vous dites. Ok. Donc, Sophie me dit. Oui. Sophie, Alors, je vous si, je en crois que j'arrive à me connecter, pardon, très mais bien, j'ai un réseau qui est un peu faiblard. pas de Non, je problème. voulais juste intervenir par rapport à tout ça parce qu'en fait, moi, je vois les élèves en tant que formatrice en CAP, Mhm. AEPE, et j'ai parfois quelques garçons. C'est rare, malheureusement, et c'est des alternants. Et en fait, je les retrouve après dans le milieu professionnel. Et ce qui m'a étonnée, c'est qu'en fait, moi, je fais surtout les sciences médico-sociales, donc je parle beaucoup stéréotypes. Et en fait, tant dans la relation qu'ils ont eux en tant qu'alternants avec les parents, tant en tant que eux professionnels, le positionnement par rapport au jeu, par rapport aux possibilités d'évoluer dans la profession, je trouve est de plus en plus compliqué finalement. Alors je suis désolée parce que je vais un peu dans le sens inverse de ce qui avait pu être dit, mais ça fait depuis quelques années et je trouve que c'est finalement de plus en plus difficile pour ces professionnels-là dans des métiers qui sont justement peu diplômés. C'est-à-dire que c'est pas un EGE, hein, c'est juste un CAP. Et D'accord, en ouais. fait, voilà, là, ils n'ont pas cette possibilité d'évoluer, comme vous venez de le dire, professionnellement pour partir dans des strates plus hautes, administratives. Et en fait, eh ben, ils n'ont pas facilement une place. Et quand ils en ont une, ils ont tellement eu du mal à l'avoir, peut-être, et la perception était tellement mauvaise que professionnellement, quand je les retrouve, moi, en phase d'observation ou d'analyse des pratiques, je les trouve très, très, très stigmatisants, en fait, et très stéréotypés. Et très stéréotypants, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est ça l'idée. Mhm. Et en fait, face à ça, je suis un peu démunie parfois, je l'avoue. Voilà, donc c'est pour ça que je trouvais ce MOOC passionnant et merci beaucoup. Et c'est voilà, c'est Merci très Sophie. enrichissant en tout cas. Merci Sophie. Et Andrew, justement, peut-être tu veux rebondir là-dessus. Ça t'évoque quelque chose, toi qui justement est auprès de tout ça? Bah, moi, pour l'instant, j'ai pas été face à ces étudiants-là, en tout cas, ou même à ces professionnels-là. J'ai plus été alors, j'ai pas été face à ça. Si, un peu quand même. Justement, face à des hommes qui disaient, bah, en fait, je suis un homme, on doit m'accepter comme je suis. Je suis pas, je suis un homme dans ce métier de femme. Et que, ils disaient très clairement que des fois, justement, quand ils allaient dans des structures, ils faisaient figure d'autorité auprès des enfants, que c'était eux qui faisaient la figure d'autorité et qu'ils allaient, plus naturellement vers des jeux très moteurs ou, vers, des jeux, dits plus de garçons. Heu, Parce qu'en fait, c'est là-dedans qu'ils se reconnaissaient, en fait, tout simplement et que c'était, pour eux une forme de se rassurer, en fait, dans les compétences qu'ils avaient pu développer en étant plus jeunes et dans ce qu'ils pouvaient après se retrouver, en fait, sur le terrain et ce qu'ils pouvaient vraiment partager auprès des enfants. L'idée derrière un peu, c'était, quand j'échangeais avec eux, c'était de voir si c'était quelque chose qui était là pour les rassurer. Pour eux, ils arrivent à trouver leur place au sein d'une équipe ou, c'était la peur aussi, possible du regard des autres professionnels sur leur pratique, en fait. Et ça, bien souvent, à mon sens, il faut réussir à le questionner, en fait, en équipe aussi. De savoir, qu'est-ce qu'ils pourraient proposer et qu'est-ce qu'on s'autorise de faire? Parce que ça a été, enfin, voilà, comme on disait au niveau de ce qu'on pouvait communiquer auprès des enfants, au niveau des injonctions et autres, c'est des choses aussi qu'on véhicule nous en tant que professionnels en inter au groupe, en fait, dans notre groupe, dans nos professionnels aussi. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises que, en tant qu'éducateur des enfants, et en tant qu'homme justement, «Ah Andrew, cet enfant-là, on n'arrive plus, est-ce que tu peux pas venir le voir et lui parler?» Oui. L'idée derrière, c'était aussi de montrer que l'approche que j'allais avoir, ça allait pas être une approche dite autoritaire, mais une approche où en fait, j'écoutais l'enfant et j'étais à proprement parler, auprès de l'enfant pour lui expliquer, au désarroi des fois de certaines de mes collègues qui me disaient qu'il fallait que je sois la figure d'autorité. Mais, Mhm. c'est aussi réussir à questionner ça et à se détacher de ça pour, en fait, s'autoriser vers des choses qui peuvent, ouvrir le champ des possibles. Je pense que
aussi, ce qui peut faire penser qu'on est dans les stéréotypes de genre aussi, c'est que on est tous des professionnels et on prend tous un plaisir particulier dans certaines choses qu'on fait auprès des enfants. Heu, mais pour autant, on n'est pas obligé de les assimiler à des stéréotypes de genre. Je pars du principe que si une de mes collègues adore cuisiner et qu'elle veut le partager avec les enfants, je l'assimile pas, en fait, entre guillemets, à ce que c'est une femme, donc elle aime cuisiner et elle va faire de la cuisine avec les enfants. C'est le côté de en fait, elle prend plaisir à faire ça avec les enfants, Oui, heu, souvent, et nous, on a la et question souvent en formation, mais moi j'aime le rose, ou je suis face à des petites filles qui aiment le rose, est-ce que c'est OK? C'est souvent une question qui c'est est ça. revenue là sur les... C'est sur Et, ce c'est un peu ça, c'est que souvent quand je travaille avec mes équipes par rapport à ça, c'est que je leur dis: «Mais en fait, c'est, qu'est-ce que vous aimez faire et qu'est-ce que vous aimez partager auprès des enfants?» tout à fait. Et qu'est-ce que les Heu, enfants aiment faire aussi? bah, De c'est façon... ça, en fait, et en fait, si on Voilà. part de ce constat-là, on part pas du constat de, ma condition d'homme ou de femme conduit à Ouais. ce que je fasse ça, mais Mm, plutôt qu'est-ce que j'ai envie de transmettre ou dans quoi j'ai envie d'être accompagné avec les enfants? mm, Et du coup, on n'est pas sur ce processus-là de genrer, en fait, nos actions. mm, Et c'est beaucoup plus simple derrière aussi d'accompagner les équipes aussi, parce qu'on est plus dans la notion de plaisir, mm. en fait, et d'envie. Et après justement la question des stéréotypes de genre aussi peut être questionnée de: «Est-ce que pourquoi tu t'autorises pas à faire ça? Est-ce que tu Et je t'en sens rebondis, pas capable?» je, Ou je est-ce que c'est rebondis, je rebondis en gros parce que c'est exactement le livre de Clémentine, si C'est je... exactement ça. C'est un C'est-à-dire c'est qu'il très y belle a, avec il y a un Clémentine. point mimique à la fin qui dit, donc c'est pour les enfants, mais qui s'applique également aux Donc le adultes. livre truc de fille, truc de garçon, juste pour celles qui Ouais, nous... truc de Ouais. fille et de garçon. Ouais. Chacun sait son caractère, suivre ses envies, ses intuitions, indispensable dans cette affaire, que tu sois fille ou bien garçon. Et donc vraiment l'idée, c'est d'inviter chaque enfant, mais aussi chaque adulte derrière, justement à savoir ce qu'il aime, où il place son désir, et d'aller dans ce sens-là. Et je te rejoins totalement, puisque le sens de ce message, c'est complètement, en fait, c'est même plus, là on parle même plus de genre, en fait. mmh, On parle juste d'apprendre à se connaître soi et d'aller vers voilà, l'endroit où on a envie d'aller, quoi, sans se mettre des freins ou sans les injonctions ou sans avoir à se mettre dans des petites cases. Donc voilà, ouais, c'est exactement ça, apprendre à se connaître. C'est exactement ça. apprendre à se connaître, ouais, long chemin. Merci. Enfin, on arrive, parce qu'une heure de webinaire, voilà, c'est déjà pas mal. Donc, on arrive un peu à la fin de cette discussion passionnante. Clémentine va vous ajouter dans le lien, donc Clémentine, pour de premier cri, va nous aider dans le chat le lien vers le petit forum. On a créé un forum où vous pouvez venir vous poser vos questions, échanger entre vous pendant toute la durée. Jusqu'à fin juin, on va le laisser ouvert pour que voilà, il puisse y avoir aussi des échanges qui se font, qui se fassent entre vous. Il n'y a pas besoin forcément de créer un compte sur ce site, donc vous pouvez poser vos questions, interagir sur des sujets qui vous intéressent. On posera nous aussi des petites questions comme ça pour engager des discussions avec vous. Je vais finir par la dernière question qui a été posée par iPhone de RPATF. Désolée, je ne sais pas qui y a derrière, donc je préfère dire le nom. Qui était, pour conclure, est-ce que chacune, Sophie, Clémentine, Indro, vous pourriez nous dire comment déconstruire les stéréotypes selon vous? Enfin, une chose, bien sûr, il y a 10 000 façons d'agir, mais comme ça nous fera une jolie conclusion. Et si dans le chat, les participants et participantes veulent aussi ajouter leur réponse à cette question. Donc, je répète la question, comment déconstruire les stéréotypes de genre? Voilà, donc Sophie, je t'en prie, tu peux commencer si tu veux bien. Moi, c'est tout frais parce que je dispensais une Oui. formation en travail social aujourd'hui, justement, sur le genre. Donc, euh, bah, déjà, c'est pour arriver à lutter contre les stéréotypes, c'est les déconstruire. Et donc montrer que toutes ces choses-là, ce n'est pas lié au sexe biologique, que c'est pas parce qu'on est né fille ou parce qu'on est né garçon qu'on va avoir tel goût, telle passion pour le foot ou pour des jeux plus calmes ou pour de déconstruire, alors c'est mon dada, hein, la socialisation, donc de montrer comment ça fonctionne et comment on va permettre aux enfants de se forger une identité, voilà, de déconstruire en fait comment les stéréotypes ils se construisent. Et donc, puisque c'est du social,
ce que le social a fait, le social peut le défaire. Voilà, et donc d'en prendre conscience et de prendre de la distance par rapport à nos représentations. Je pense que c'est déjà se rendre compte, mais ceci dit, comme le disait, je sais pas si c'est Andrew ou toi, Clémentine, tout à l'heure, même en étant baignée dans ces questions-là au quotidien, bah, moi aussi, je suis porteuse de stéréotypes, évidemment. Mais l'idée, c'est d'être de vigilant le plus possible, voilà, en déconstruisant au maximum. Et Voilà. moi, je vais rebondir parce que ça fait le lien avec ce que j'avais envie de dire. Je pense que une des solutions, déjà, un premier point de vigilance, c'est d'être conscient et consciente de ses propres stéréotypes. Mm. Parce qu'en fait, ça fait vraiment bouger, moi, je trouve, et ça fait vraiment avancer. Parce que quand on prend conscience, mais j'ai envie de dire même dans le corps, quoi, enfin, je sais pas qu'il y a, il y a, il y a, il y a- il y a quelque chose du quotidien, ou que c'est vos enfants aussi, hein. Les enfants, ils sont assez bons pour venir vous retoquer là où vous avez l'impression d'être dans un discours, hein, et puis en fait, et d'avoir conscience de ça, et ben, ça permet de réfléchir et d'être tout le temps en mouvement dans ces questions-là, parce que je pense que voilà, c'est des questions un peu quand même sans fin, mais je pense que déjà d'être en mouvement et d'avoir conscience déjà soi-même, c'est déjà beaucoup. Voilà. Merci Clémentine, merci Sophie. Andrew? Bah, du coup, ouais, j'ai sur la même continuité, hein. Pour moi, déjà avoir une prise de conscience des stéréotypes de genre qu'on a nous-mêmes, c'est hyper important. Et que si jamais il faut travailler sur ce sujet, le mot d'ordre qu'on a pu déjà évoquer avant, c'est ne pas culpabiliser et ne pas culpabiliser les personnes avec qui on travaille ce sujet-là. C'est très important parce qu'on en véhicule tous. Et derrière, c'est de réussir en fait entre guillemets, mettre ses lunettes de stéréotypes de genre et de réussir à identifier au fur et à mesure et à en fait, à être attentif à tout ce qu'on peut véhiculer aussi bien dans notre verbal ou notre non verbal auprès des enfants et ce qu'on peut leur mettre à disposition au niveau des jeux ou des livres, comme on a pu dire il y en a beaucoup qui sont encore, qui véhiculent énormément et c'est réussir en fait à ouvrir le champ des possibles pour, développer le plus de compétences possibles, quel que soit le genre de l'enfant. Mm. Merci. Et il y a Daphné qui a fait un petit commentaire. Est-ce que Daphné, vous voulez le dire à voix haute, votre commentaire? Euh, Non. Enfin, Daphné nous dit qu'en gros, elle a aussi remarqué cette question des jeux moteurs. Et pareil pour des jeux moteurs faits par les hommes, donc auprès des jeunes enfants. Et pareil pour les femmes, souvent elles jouent au ballon assises de façon coopérative avec plusieurs enfants. Et c'est la prise de conscience de la transmission des stéréotypes sur ces petits gestes de prime abord sans impact réel, mais qui sont malgré tout intériorisés. C'est exactement, en fait, ça rebondit exactement sur ce que vous dites. Et c'est d'oser. Clémentine, qui a travaillé sur tous les kits, ce serait quoi, toi, ton conseil? Je te prends. Il y a quelque chose que tu voudrais dire? Je comprends. Et puis, justement, c'est moi, en fait, on prend conscience de cette personne qui sont en particulier insidieuse. Et justement, en fait, en discutant, de voir comment des personnes font, et justement, qu'elles sont de mettre en place ensemble, parce qu'il n'y a pas une famille magique, en fait, qui n'est pas toutes les stéréotypes, il n'y a pas une manière de faire. Mais, justement, c'est en travaillant ensemble, en interagissant, en discutant, mettre les choses qui sont en place, et l'égalité et la Merci, Clémentine. Je trouve que Je c'est Et ça. suis après, pour un petit conseil Ouais. plus pratique, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que par exemple, quand je regarde un film ou que je lis un livre avec un enfant, c'est aussi pointer justement où sont les stéréotypes et Ouais. sans apporter de jugement, Mm. sans être justement dans la culpabilité. Ça, je pense que c'est très important. Mais du coup, en venant les discuter, et ça, c'est génial, et c'est génial à tous les âges de regarder. Là, moi, souvent, je regarde des films un peu anciens, voilà, avec ma fille, et puis on vient retoquer. Bah, ça, est-ce que tu trouves ça normal? Ce type de relation, tu trouves ça normal? Et c'est assez intéressant pour tout le monde, et ça permet aussi de l'échange, c'est-à-dire que c'est pas dogmatique. Et voilà, et ça, je trouve que c'est intéressant aussi de faire ça. Je pense qu'on peut le faire à tout âge.
Oui, c'est super et c'est l'objet d'ailleurs donc de l'épisode 3 qui parlera beaucoup des stéréotypes présents donc, dans les livres, dans les habits, dans les jeux et jouets, voilà, du MOOC. Est-ce que quelqu'un veut ajouter enfin poser une dernière question, ajouter un dernier commentaire avant qu'on clôture ce webinaire passionnant? Euh, Non, ça va. Juste pour vous dire donc que l'épisode 2 sera publié vendredi prochain, l'épisode 3 et 4 arrivent les semaines suivantes. On vous enverra une invitation pour un dernier webinaire le 4 juin, qui sera autour de la présentation des kits pédagogiques qui seront complètement open source, qui ont été créés pour que vous puissiez en parler avec vos collègues, avec votre entourage, de ces stéréotypes autour d'ateliers que vous pouvez mettre en place aussi avec les enfants, enfants, parents ou professionnels. Voilà, ils seront tous présentés par Clémentine. Notre Clémentine, pardon, parce que du coup, elles sont deux. Voilà, et n'hésitez pas. Et Daphné nous dit, je viens de regarder avec mon fils de 12 ans et demi Fast and Furious 1, on a beaucoup discuté. C'est pour le coup Ah, très bien gâté sûr. hétérophile. Ça vaut la discussion, en effet, quand on met ses lunettes stéréotypées. Ouais, Merci. c'était une sacrée épreuve, c'était douloureux. Ouais, bon, parfois les films américains, même on peut prendre le film d'action comme le film de comédie romantique d'ailleurs, Ouais. hein, Ah, ouais. complètement, ça marche. Donc on vous encourage ou pas à regarder Fast and Furious, on ne sait pas. Non, non, on rigole, il faut tout regarder et puis après on se fait son propre Excusez-moi, je avis. ne sais pas si on m'entend. Angélie, oui, bien sûr, on vous entend, allez-y. Juste, je viens de penser à ça. En fait, bon, à la maison, moi j'ai un enfant de 5 ans et depuis sa naissance, on prête, on a le livre de Clémentine que j'ai vu dessus, qu'il est tout bébé, même si j'avais du mal à savoir s'il comprenait ou pas, mais il nous accompagne depuis sa naissance. Et ce que je me rends compte, c'est qu'en allant à l'école, Euh, enfin, moi, pour moi, c'était une évidence que enfin, notre génération était un petit peu dans ce discours-là, mais je me rends compte que c'est pas du tout parce qu'il revient de l'école avec bah, tous ces discours, enfin, tous ces discours vachement anciens, et je me dis, est-ce que je suis la seule du coup à lui mettre ça dans la tête et que du coup, il vient avec, non, le rose c'est pour les filles, et du coup, ici, forcément, comme il y a l'effet de groupe qui se crée, bah, c'est difficile après aussi, on a une impression de se battre, et puis on n'a pas envie de non plus le perdre non, ils n'ont pas raison, c'est quand même ses copains, il faut qu'ils se sentent un peu. Et je trouve que du coup, bah, on n'a pas forcément parlé là, mais c'est pas si évident en tant que parent. Là, je parle plus en tant que parent, de faire ce travail parce que enfin, moi, je pensais que j'étais plus accompagnée que ça, mais en fait, je me rends compte que pas vraiment. Voilà, c'était ce petit. Oui, c'est très juste en fait ce que vous partagez, Angélie, merci. En fait, on a souvent eu ça aussi comme discours. Oui, mais moi, j'ai tout fait à la maison, mais bon, comme dit aussi Sophie, il y a plein de lieux de socialisation et donc du coup, ben, voilà, le tout, c'est exactement ce que dit Mathieu aussi dans le chat, c'est-à-dire vous plantez des graines, elles vont continuer, elles vont germer un Oui, jour. parce qu'en Ben, fait, voilà. ce que j'essaye aussi, et qui ça peut apporter pour d'autres parents, peut-être qui sont comme moi et que je vois que ça marche bien, c'est ben, dans cette idée de la culpabilisation aussi, parce qu'en fait, tout d'un coup, nos enfants se retrouvent dans une place où ils expliquent un peu que non, ça c'est pour tout le monde. Et ce que je dis à Emilio, c'est son choix. Donc, de dire à ses copains, c'est ton choix, ça le libère un peu de dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je trouve que cette réponse lui permet aussi de pas être celui qui pointe des doigts, en fait, dans le sens inverse. Et, Mm. euh, et je trouve que ça nous aide beaucoup à dire, voilà, ben, je sais pas, pour d'autres questions même, si mais c'est mal, ben, je dis c'est son choix. Toi, tu auras ton choix quand tu seras grand. Et voilà, c'est un petit peu à l'inverse, quoi. C'est qu'il ne soit pas celui qui dit, bah, le rose, oui, maman, elle m'a dit que c'est pour tout le monde et qu'il se sente seul dans sa réponse. C'est juste mon choix, j'ai envie de mettre du rose. Qu'il soit Exactement. donc voilà, c'était juste pour ça. Merci. Mais merci pour votre partage. Je pense qu'en fait, ça parle à beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents. Donc, merci pour ça. Eh Merci. ben, on vous dit à bientôt. Merci. On, euh,
n'hésitez pas en tout cas voilà, à interagir avec nous sur le forum, etc. ou à nous envoyer des mails si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et à bientôt. Au revoir. Et Merci au beaucoup, revoir. Merci Andrew et beaucoup. Clémentine Merci. aussi. Et au revoir. Bonne Au soirée. revoir.